il y a des histoires qui vous marquent plus que certaines. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui en fait partie. Exceptionnellement, je ne vais pas vous parler d'une disparition inquiétante, mais d'un cold case, le meurtre irrésolu d'une jeune femme, Marine Boisserand, promise à un brillant avenir et dont la vie a brusquement et injustement été arrachée un après-midi d'octobre 2005. 20 ans de mystère, 20 ans de pistes et un père qui se bat sans relâche pour connaître la vérité. On se retrouve juste après ça. Avant de démarrer le dossier, l'enquête du jour, je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai intégré dans ma routine depuis quelques temps et que j'adore. Vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne secondaire Les coulisses de Marine B notamment, je suis plutôt team café ou thé, mais c'est vrai que des fois j'ai envie un peu de varier les plaisirs et de boire des boissons un petit peu plus gourmandes, un peu plus fun, on va dire, que juste de l'eau ou du café ou du thé. Et par contre, je suis pas vraiment pour la consommation de soda ou de boissons ultra sucrées. Et c'est exactement ce que j'aime chez le partenaire du jour, je pense que vous l'avez vu et que vous le connaissez, c'est Oli. C'est une alternative plus saine, avec 0 sucre, 100% vegan, 100% d'arômes naturels. Et moi, je vais vous parler de ma gamme préférée. Il s'agit de la gamme Milkshake. C'est vraiment ma petite pause plaisir ces derniers temps et j'adore la saveur noisette. Mais il n'y a pas que cette saveur-là. Alors, pour cette boisson, c'est ultra simple. Vous rajoutez 300 ml du lait de votre choix, une seule dose, on secoue et c'est prêt. Donc comme je vous le disais, voilà, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est ultra crémeux, moins de 70 calories et franchement le goût, je vous jure, c'est une dinguerie. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans les coulisses, je vous en avais parlé sans vous dire de quelle boisson il s'agissait, mais j'étais ultra surprise. Il y en a pour tous les goûts, en plus de la gamme Milkshake, il y a aussi la gamme Iced Tea, hydratation ou énergie. Oli vous propose plusieurs types de formats, les packs découvertes, parfait si vous voulez tester plusieurs saveurs, les pots de 50 portions que je vous ai présentés ou encore les boîtes de 10 portions si vous avez envie d'emmener ça partout. Moi je le répète parce que je le répète vraiment à tout le monde, ce que j'aime c'est le packaging aussi, c'est vraiment top. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ils ont un packaging génial et puis aussi il y a les petits shakers adaptés et vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu old school, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'adore. Évidemment, si vous voulez tester, je vous propose avec 2 codes promo différents types de réduction. Donc ce sont des codes que je vous affiche ici à l'écran. 5 € de réduction avec Marine B5 sur votre première commande dès 14,99 € et avec le code Marine B, moins 10% pour celles et ceux qui commandent déjà chez Oli. Et évidemment, pour un lien direct, vous avez soit, si vous regardez ma vidéo sur la télé, un QR code à l'écran ou soit directement le lien qui se trouvera en barre de description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Et bien sûr, Oli rappelle de consommer avec modération. Tout est bon, mais avec modération. Merci encore à eux d'accompagner mon travail et nous on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un dossier dont j'avais absolument envie de vous parler. C'est une histoire qui s'est déroulée juste à côté de chez moi et pas mal d'éléments de cette histoire m'ont fait écho ces derniers temps et c'est pour ça que j'ai finalement décidé de vous en parler. Outre évidemment le prénom de la victime et nos initiales qui sont les mêmes, c'est vrai que je me suis mariée à 10 minutes du lieu du crime. Donc moi je me suis mariée au Val d'Azergues et ça s'est passé à Chazé d'Azergues, donc vraiment juste à côté. Et c'est vrai que cette histoire me hante depuis que j'ai compris que ça s'était passé à même pas 10 minutes de mon lieu de mariage. Vous allez voir, c'est un dossier frustrant parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre entremêlées de témoignages qui remettent beaucoup de choses en doute. Je vais également essayer de vous lister avec les informations qu'on a à notre disposition dans les médias, la liste des suspects
qui a largement été diffusée, mais aussi celle de suspects potentiels qui n'ont pas encore à ce jour, je pense, été médiatisés ou réellement exploité médiatiquement. Je me suis donc plongée vraiment depuis plusieurs jours dans les détails de cette enquête. C'est vraiment intriguant et il y a quand même eu quelques rebondissements très récents, notamment en 2024. Et ce, évidemment, encore une fois, grâce à l'acharnement du père de la victime qui se bat, je vous le disais, sans relâche. Donc tout de suite, plongeons-nous dans le dossier. Marine Boisserand est une jeune femme de 20 ans au moment des faits, c'est-à-dire en 2005. Elle est décrite par ses proches, ses amis, comme étant une jolie blonde aux yeux bleus, souriante, studieuse, calme, mais avec du caractère. Elle est sociable, elle a eu quelques relations amoureuses et elle aimait beaucoup les chats. Elle en avait d'ailleurs plusieurs, détails importants pour la suite. Son environnement familial est sain et elle est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Elle vit avec ses parents et son plus jeune frère, Loïs, dans une jolie maison avec piscine, isolée, chemin des Aubépines à Châté-d'Azergues. C'est une commune d'Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 5000 habitants qui est située dans le Beaujolais, en grande banlieue lyonnaise. Les parents Boisserand sont très investis professionnellement. Le père, Éric, est visiteur médical et conseiller municipal, tandis que la mère, Muriel, est médecin généraliste. On note d'ailleurs une très forte ressemblance physique avec Marine. Pour les 2 frères de Marine, Loïs, le plus jeune, est lycéen, tandis que Pierrick est en études de médecine sur Lyon. De l'extérieur, c'est une vie de famille paisible et tranquille. Marine semblait être une fille aimée, entourée, brillante, au parcours tranquille. Elle était en BTS comptabilité dans un lycée privé, le lycée technique Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône. Comme le rapporte Éric, le père de famille, je cite, « Ma femme et Marine faisaient tout ensemble, entre elles, c'était fusionnel. » Donc on a vraiment l'impression d'une bonne entente entre tous les membres de la famille. Cette vie tranquille va malheureusement basculer dans l'horreur le mardi 11 octobre 2005. C'est pourtant au départ une journée comme les autres, tout le monde va à ses occupations, les parents partent au travail, tandis que les enfants vont eux au lycée. En fin de journée, Éric Boisserand rentre chez lui un peu plus tôt. Il gare en effet sa voiture devant sa maison vers 16h55-58, selon ce qu'il rapporte, alors que c'est vrai qu'il avait l'habitude de rentrer normalement à 18h. Et pour cause, il avait prévu de faire réparer la moto de ses enfants et explique avoir rendez-vous à 17h avec un réparateur. De ce qu'on comprend donc à son domicile, mais il y a eu plusieurs versions. Apparemment, il aurait dû aussi se déplacer jusqu'à un garagiste pour la réparation de cette moto. Mais de ce qu'on comprend de ses propres mots dans une émission, on comprend qu'il avait rendez-vous devant la maison familiale à 17h. Lorsqu'il arrive devant chez lui, il y a plusieurs voitures qui sont garées. Il semble qu'il y en ait 3, dont une qui est sa voiture personnelle et la petite Opel Corsa blanche de Marine. Donc il est sûr, elle est chez eux. Lorsqu'il arrive, il rentre par la porte d'entrée, il voit qu'elle est fermée, mais qu'elle n'est pas verrouillée. Il ne porte pas plus attention à ça, il voit que dans le salon, sur la droite, la télé est allumée, mais lui, il a un objectif, il se rend à l'étage dans la chambre de son fils pour récupérer la clé de la moto afin de la sortir du garage. Donc ensuite, il redescend, il ressort la moto du garage et c'est là, donc on ne sait pas trop si le réparateur est passé ou pas, mais qu'il va rentrer à nouveau dans la maison et qu'il appelle sa fille parce qu'il pense qu'elle est là et elle ne répond pas à sa fille. Et au final, il va faire une morbide découverte. Voilà, on ne souhaite à aucun père de faire ce type de découverte-là. Effectivement, lorsqu'il regarde du côté du salon et du sofa, il voit les pieds de sa fille dépassés. Et lorsqu'il va à son niveau, il se rend compte qu'elle est allongée par terre et qu'elle est dans une mare de sang. C'est vraiment une vision d'horreur pour ce père qui va le hanter toute sa vie. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de prendre le téléphone fixe de la maison, qui est un téléphone fixe portable, vous savez, qui est sur un socle. Il ne va pas le trouver, donc il va utiliser son propre téléphone portable
pour appeler le médecin de famille. À l'autre bout du téléphone, il est 17h02 lorsque le docteur Nicole entend monsieur Boisserand expliquer dans la panique que Marine a peut-être mis fin à ses jours, en tout cas qu'elle est décédée. Il part évidemment, ce médecin, précipitamment de son cabinet. Il va interpeller aussi un de ses collègues aussi présent au cabinet en lui disant de le rejoindre au domicile des Boisserand parce que quelque chose de grave s'y est passé. Cet autre médecin est médecin urgentiste, donc c'est vrai que ça peut être intéressant qu'il s'y déplace et donc il va emboîter le pas avec sa propre voiture au premier docteur, donc au docteur Nicole. Lorsqu'il arrive, le docteur Nicole et monsieur Boisserand sont livides, ils sont sortis de la maison, ils sont à l'extérieur. Lui, il va se rendre à l'intérieur, aller auprès du corps sans vie de Marine Boisserand et il va être marqué de suite par une plaie qu'elle a au niveau du cou. Lorsqu'il ressort de la maison, il va tout de suite expliquer au docteur Nicole et à Éric Boisserand que pour lui, on est très certainement sur une scène de crime. Et donc, il explique qu'il va prévenir dans la foulée les autorités compétentes. En effet, donc la brigade de gendarmerie d'Ans arrive très rapidement à 17h20 sur place et constate aussi qu'il s'agit très probablement d'un meurtre. Ils sont rejoints à 17h30 par des enquêteurs de Villefranche. Entre-temps, évidemment, la mère de Marine est prévenue, elle arrive sur place et ne peut que constater le décès de sa fille et les deux autres enfants sont également prévenus. Monsieur Boisserand va aller les récupérer en voiture. Et à partir de ce moment-là, une enquête de longue haleine va commencer. Évidemment, sur place, les enquêteurs procèdent aux premières constatations. J'ai lu qu'ils avaient gelé la scène de crime. Et c'est vrai qu'étrangement, sur cette scène de crime, aucun ADN suspect ne sera retrouvé. De plus, on observe pas mal de traces de pas plus ou moins ensanglantées entre les escaliers et la cheminée, mais elles seront pas vraiment exploitables parce qu'elles sont plutôt écrasées, comme si il y avait beaucoup de personnes qui avaient piétiné. En effet, rappelez-vous, au départ, les médecins ne savaient pas qu'ils étaient sur une scène de crime, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas spécifiquement fait attention. Et également, il se trouve que les gendarmes, vous le verrez par la suite, ont été assez peu précautionneux selon ce que nous a rapporté monsieur Boisserand. Par contre, on a de la chance, on a juste à côté du corps de la victime une trace de pas très nette qui va apporter beaucoup d'informations puisqu'en plus de ça, elle est ensanglantée. Les analyses de cette trace de pas ont pu déterminer qu'il s'agissait d'une chaussure Nike Air de pointure 43. Il y a plusieurs autres constatations qui ont été réalisées sur place, notamment on découvre que la porte-fenêtre menant au salon et donc au canapé n'était pas verrouillée et que la porte d'entrée, elle, a été refermée soigneusement sans non plus avoir été verrouillée et que les clés ont été retrouvées à l'intérieur. Pour fermer cette porte d'entrée, il fallait relever la poignée de la porte pour qu'elle se ferme, la claquer ne suffisant pas. Donc c'est vrai que quelqu'un dans la panique n'aurait peut-être pas pris forcément le temps de faire ça. Alors qu'au départ d'ailleurs était évoqué que potentiellement la personne serait rentrée par la porte d'entrée, il y a un article qui est paru 10 ans après les faits pour commémorer les 10 ans du meurtre de Marine Boisserand qui explique que Marine Boisserand aurait très certainement fait rentrer le criminel par la porte vitrée donnant sur le salon. Il y a également des gouttes de sang qui sont retrouvées depuis la cuisine jusqu'au salon. Donc ça fait partie de toutes les constatations, de la liste des constatations qui ont pu être faites sur place. Mais surtout, on remarque quelque chose d'important, c'est qu'il ne manque aucune affaire de valeur, on va dire. Donc on pense pas du tout à un cambriolage. Donc on pense que la raison de la visite ne serait pas un vol qui aurait mal tourné, mais plutôt que la raison de la visite était directement la victime elle-même, Marine Boisserand. Mais on remarque qu'il manque deux éléments. Donc déjà, le téléphone fixe portable qui n'est plus sur son socle et qui manque à l'appel, on va dire, et également le téléphone portable de Marine. Donc les deux téléphones, comme si la personne ne voulait laisser aucune chance à Marine de pouvoir appeler à l'aide, qui était vraiment venue pour mettre fin à ses jours. Ou tout simplement aussi parce qu'il avait manipulé les téléphones et qu'il avait probablement
laisser ses empreintes digitales ou même de l'ADN sur ces deux éléments. En tout cas, c'est quelqu'un qui était quand même assez précautionneux pour se débarrasser de ces deux éléments qui, je vous spoil tout de suite, ne seront jamais retrouvés. Par contre, la géolocalisation du téléphone portable de Marine a été réalisée. Il se trouve que finalement, pendant plusieurs jours, il était pas loin du domicile des Boisserand. Il se situerait à plusieurs centaines de mètres au sud du domicile. Et il cessera ensuite d'émettre, je pense naturellement, après quelques temps. Donc je pense que s'il était en possession de quelqu'un, le téléphone portable aurait été éteint tout de suite. On pense donc qu'il a été jeté ou enterré quelque part autour de la maison, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bois, beaucoup d'arbres autour du domicile des Boisserand, et donc c'est très possible que la personne se soit débarrassée du téléphone aux alentours. Ce qui va apporter des détails malheureusement les plus sordides et troublants et qui va nous donner beaucoup d'informations sur le contexte du meurtre, c'est évidemment l'autopsie du corps de Marine. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que Marine n'a pas été agressée sexuellement. Elle a été tuée de 12 coups de couteau en moins d'1 minute, donc c'est super rapide, avec une lame de 10 à 15 cm environ. Le cheminement de l'agression a pu donc être déterminé par l'autopsie. Il est expliqué que Marine a d'abord reçu un coup à la tête au niveau de la tempe gauche, puis a ensuite été attaquée à l'arme blanche au niveau du cou. La victime a repoussé l'agresseur puisqu'une plaie au niveau de sa main est retrouvée. Elle se serait affaissée sur le rebord du canapé et l'agresseur l'aurait ensuite attaquée dans le dos avant malheureusement qu'elle finisse donc là où son père l'a retrouvée. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'arme du crime? Donc on sait que c'est un couteau, une arme blanche, et comme les téléphones manquants, cette arme ne sera jamais retrouvée. Malgré les battues réalisées par les enquêteurs très vite après les faits, ils ont vraiment tout ratissé autour du domicile, mais ils n'ont rien trouvé. Donc il se trouve qu'au niveau de la cuisine, là où justement débutent, on va dire, les gouttes de sang qui seront retrouvées, à cet endroit, il va manquer un couteau, vous savez, de type Lyell. Et alors, on ne sait pas vraiment, et les Boisserand sont pas capables de dire s'il manquait ce couteau avant les faits, mais ce qui est sûr, c'est que il pourrait très bien correspondre à l'arme du crime. Et on peut donc imaginer, si ce couteau Lyell est l'arme du crime, que Marine a commencé à être attaquée dans la cuisine et ensuite elle aurait essayé de fuir son agresseur en allant jusqu'au salon où l'agression a continué. Et je m'étais fait une remarque, peut-être que Marine, pour se défendre, est elle-même allée chercher le couteau dans la cuisine et que malheureusement ce serait le criminel qui a récupéré le couteau des mains de Marine, et ensuite la suite vous la connaissez. Juste après les faits, des contrôles routiers sont réalisés par les gendarmes. Également, un appel à témoins est lancé dans les médias, donc à la télé et à la radio, pour essayer de trouver la personne, ou en tout cas un témoignage qui pourrait aider à résoudre ce meurtre. Tout le monde est interrogé, les médecins, la famille, les proches, les élèves du lycée de Marine, les voisins. D'ailleurs, les médecins et le père, comme ils étaient les premiers sur la scène de crime, sont très vite interrogés jusque tard dans la nuit, je crois même 3-4 heures du matin. Le soir même, les semelles de leurs chaussures seront prises en photo pour les comparer à l'empreinte de chaussures retrouvée sur la scène à côté du corps de Marine. Pour les élèves, les interrogatoires se déroulent au lendemain du meurtre. Évidemment, c'est très impressionnant pour ses camarades de classe. Ils vont tous être interrogés un par un et plusieurs prélèvements biologiques vont être réalisés. Évidemment, il est très important pour les enquêteurs de connaître l'emploi du temps de Marine avant son meurtre, et c'est pour ça qu'ils doivent être précis dans les questions qu'ils vont poser à ses camarades. Et on ne sait jamais, dans cet emploi du temps, peut-être un indice peut s'y cacher et pourrait expliquer l'agression de la jeune victime. Et donc, on a presque heure par heure l'emploi du temps de la jeune femme le jour des faits, soit le mardi 11 octobre 2005. Ce qu'on sait, c'est qu'à 7h40, Marine et Loïs quittent leur domicile pour se rendre à l'école à bord de la voiture de la jeune femme. Alors qu'habituellement, cette dernière, comme toute sa classe d'ailleurs, accourt toute la journée le mardi, ce mardi-là, c'est différent. En effet, l'après-midi, le professeur qui devait leur faire cours ne pouvait pas car il devait se rendre à un enterrement
d'un de ses proches. Et apparemment, de ce qu'on sait d'une des camarades de classe de Marine, il le savait depuis la veille. Qu'à cela ne tienne, Marine va organiser son emploi du temps en conséquence pour ne pas perdre de temps. Déjà, dès qu'elle a terminé ses cours le matin, elle va rejoindre une de ses amies, Aurore. Elles vont discuter, vous savez, après les cours, et d'ailleurs, elles vont s'organiser à ce moment-là une soirée pyjama entre les deux copines prévue chez Aurore. Ensuite, Marine va aller déjeuner à midi avec un de ses amis dans un restaurant juste à côté du lycée, puis à 13h30, elle va leur accompagner à la station-service où il travaille. À 14h, elle passe au siège de la Compagnie Générale des Eaux et elle va y déposer un CV pour une demande de stage. Et on sait qu'à 14h30, elle est chez elle dans sa chambre en train de travailler sur son ordinateur. Effectivement, ce dernier a été saisi et on a pu extraire ces informations. Ensuite, il est 16h11 lorsqu'Aurore appelle Marine et elle va lui expliquer que c'est bon, elle est prête à la recevoir chez elle pour leur soirée pyjama. Marine lui explique au téléphone qu'elle partira d'ici 10 minutes environ parce qu'elle a des choses à terminer. Et elle continue en lui disant qu'elle a pas mal de choses à lui raconter pendant cette soirée. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à 16h32, il y a le numéro de téléphone de Pierrick, donc son autre frère qui est étudiant en médecine, qui est composé manuellement sur le téléphone fixe, mais l'appel n'aboutira pas. Apparemment, aucun autre appel ne sera enregistré sur la ligne fixe. Par contre, 4 minutes après, on a un appel qui va être passé, donc à 16h36, depuis le téléphone de Marine. Et alors c'est vrai qu'au départ, c'était quand même assez étrange cet appel, puisque le téléphone va contacter un garage situé à Anse, une petite ville située à environ une vingtaine de minutes du domicile des Boisserand. C'est le garagiste, José, qui va répondre à cet appel. Et lui, lorsqu'il va être interrogé par les enquêteurs, il va dire pas mal de choses très intéressantes pour l'enquête et surtout très inquiétantes. Il se souvient bien de cet appel, évidemment. En fait, il avait l'impression que ce n'était pas un appel qui était intentionnel. Vous savez, des fois, il y a des appels qui se passent dans les poches, hein, et c'était à peu près comme ça qu'il entendait. Il entendait des frottements, comme si des gens couraient, puis surtout, il entendait une grosse voix, donc une voix d'homme, apparemment assez mature et autoritaire, qui interpellait une autre personne en disant « Arrête, qu'est-ce que tu fais? Viens ici, tu vas où ?» Apparemment, il semblait qu'il y ait une course qui se soit déroulée, puis plus rien. Je vous laisse une petite partie de son témoignage qui est pour moi très intéressante et très importante dans ce dossier. Une voix d'un homme, la voix assez grave, comme si c'était un artisan qui parlait à son ouvrier. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici, où tu vas? Et après j'ai entendu comme si la personne avait pris le téléphone pour écouter qui c'est qui était derrière la ligne. J'ai dit allô, allô. Et plus rien, donc après je dis bon bah ça doit être une erreur, j'ai raccroché. J'ai encore dans ma tête la voix que j'avais entendue il y a déjà 6 ans en arrière. Ce qui est important, c'est qu'à aucun moment José n'entend la voix de Marine. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi à ce moment-là on ne l'entend pas. Est-ce qu'elle était déjà malheureusement décédée? Et est-ce que donc potentiellement cet homme parlait à une autre personne et qu'ils étaient plusieurs sur place? Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, on entend donc la personne qui est responsable du meurtre de Marine Boisserand au téléphone. Et c'est José qui l'a entendu à 16h36 grâce à cet appel. Pour la suite, à environ 16h43-44, Aurore essaye de contacter Marine, très certainement pour savoir où elle en était. Elle n'obtiendra pas de réponse. Elle va essayer de la contacter toute la soirée par SMS, par appel, mais évidemment, cette dernière étant déjà décédée, elle n'obtiendra aucune réponse. Ce qu'on comprend donc, c'est que Marine s'est probablement fait tuer entre 16h32, l'heure à laquelle le numéro de téléphone de son frère a été composé, et 16h44, au moment où elle ne donne plus signe de vie ou qu'elle ne répond plus à Aurore. Et Éric Boisserand arrivera chez lui seulement 15 minutes après ce dernier appel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui le hante, il le répète à chaque fois, à chaque interview, ça me hante, il me manque 15 minutes dans ma vie. Mais ce qu'on répète aussi à chaque fois, c'est que bon, avec d'ici, on ne peut pas refaire le monde, malheureusement. Par contre, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'elle a appelé ce garagiste.
Pourquoi lui ? Tout simplement, en fait, il a été déterminé que ce garage était enregistré sous le nom du garage, donc ACL, dans le répertoire de Marine, et qu'elle a probablement essayé d'appeler quelqu'un, de manipuler son téléphone pour alerter qu'elle se faisait agresser, et que c'est tombé sur le premier numéro du répertoire enregistré, donc le garage ACL. En tout cas, ce que je trouve le plus mystérieux et incompréhensible dans cette histoire, il manque carrément des pièces au puzzle, c'est cet appel, alors composé manuellement à Pierrick, son frère, qui était à Lyon à ce moment-là, donc pas du tout dans le coin, et donc l'appel n'a pas abouti. Est-ce que la personne s'est finalement ravisée au dernier moment, ou tout simplement est-ce que le téléphone a été arraché pour pas qu'elle passe l'appel ? C'est possible. Donc on pense évidemment que c'est Marine qui a essayé de contacter son frère, mais pourquoi ? Parce que c'est pas du tout logique quand on se fait agresser d'appeler manuellement son frère. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé le SAMU, la police, dont les numéros sont constitués de simplement 2 chiffres ? C'est vrai que c'est assez étrange. On se dit peut-être que tout simplement au départ elle avait simplement envie de faire peur à la personne en face d'elle en composant un numéro et elle ne pensait pas qu'elle allait se faire agresser comme ça après. C'est possible. Puis aussi pourquoi avoir appelé le fixe alors qu'elle avait peut-être son portable sur elle. Et pourquoi avoir appelé ce frère-là, qu'elle n'avait pas du tout l'habitude d'appeler ? Est-ce que c'était quelqu'un en face d'elle qui connaissait ce frère et qu'elle a voulu lui faire peur ? On ne sait pas. C'est vraiment toutes ces questions qui, à ce jour, restent sans réponse. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est que de plus en plus, avec tous les éléments qui commencent à constituer le dossier du meurtre de Marine Boisserand, les enquêteurs se forgent une première opinion. Il s'agit probablement d'un proche de Marine Boisserand qui a commis le crime. Et en effet, le père de Marine, Éric Boisserand, expliquera que très certainement Marine n'aurait jamais ouvert à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle aurait donc ouvert volontairement la porte et la personne serait ensuite rentrée de gré ou de force à l'intérieur du domicile. Même si les éléments préliminaires laissent penser à l'application d'un proche dans la mort de la jeune femme, la première piste, la première personne suspectée ne correspond pas au profil indiqué, mais va cocher toutes les cases. Vous allez voir, les enquêteurs pensaient vraiment tenir l'assassin de Marine. En effet, à côté du domicile des Boisserand, à 100 mètres environ, existe un centre d'hébergement pour sans-abri, appelé tout simplement l'abri. C'est un centre de réinsertion avec une population de marginaux qui, pour certains, sont déjà connus des forces de l'ordre. Les enquêteurs vont donc interroger toutes les personnes présentes dans cet abri et un profil va particulièrement les intéresser. Il s'agit d'un certain Emmanuel M., 32 ans au moment des faits. En effet, déjà, la coïncidence est stupéfiante puisqu'il est arrivé à l'abri seulement 4 jours avant le meurtre de Marine. Dans ces affaires sont retrouvées une paire de Nike Air Max comme l'empreinte laissée sur la scène de crime. De plus, l'homme a un passé judiciaire, notamment il a déjà été impliqué dans des agressions au couteau. Et il va dire spontanément lors de sa première déposition qu'il aimait beaucoup les couteaux et également les femmes blondes. Évidemment, ça commence à faire de lui un suspect sérieux, surtout que 3 jours seulement après sa première déposition, il va se volatiliser, il disparaîtra dans la nature et il sera très compliqué de le retrouver. Et tout de suite, on pense au fait qu'il a quelque chose à se reprocher et donc il est en fuite. Mais il sera retrouvé 1 an après les faits, soit le 8 octobre 2006, il sera arrêté alors qu'il côtoyait un autre centre d'hébergement, cette fois-ci situé à Lyon. Dans ces affaires, on retrouve plusieurs éléments intéressants, notamment un de ses pantalons qui est maculé de sang, des vêtements féminins et une pochette de travail Sanofi, qui pouvait donc correspondre aux mallettes qu'utilisait le père de Marine dans le cadre de son travail, puisqu'en effet, il travaillait beaucoup avec cette grande industrie pharmaceutique. On peut se poser la question, est-ce que au moment du meurtre, il aurait donc récupéré cette pochette, cette mallette ? Au premier abord, tout semble coller parfaitement. On pense enfin tenir le coupable. Il est donc placé en garde à vue. À l'issue de sa garde à vue, il est mis en examen pour le meurtre de Marine Boisserand et est placé en détention
provisoire. 1 an jour pour jour donc après le meurtre de sa fille, Monsieur Boisserand est contacté et on lui indique cette nouvelle, donc cette arrestation. Il est aussi tenu au courant que le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône fera une conférence de presse le lendemain, ce qu'il fera d'ailleurs pour expliquer cette nouvelle. Mais ensuite, c'est un peu la déception au fur et à mesure. Tous les éléments qu'on pense être vraiment des éléments importants au dossier vont tomber à l'eau finalement. Déjà, les vêtements féminins retrouvés dans la chambre de cet homme, d'Emmanuel, vont être présentés dans le bureau du juge d'instruction aux parents de Marine et aucun ne sera reconnu comme appartenant à la jeune fille. Mais ce n'est pas tout. En effet, les analyses du sang retrouvé sur son pantalon montrent qu'il n'y a aucune corrélation avec le profil génétique de Marine. Et effectivement, ce sang correspond au SDF lui-même. Il se serait auto-infligé une blessure à un moment donné. Et pour ce qui est de la mallette Sanofi, c'est simplement une coïncidence parce qu'il explique l'avoir retrouvée dans une poubelle au niveau d'un centre hospitalier de Lyon. Et en effet, cette mallette n'a été mise en service qu'après le meurtre de Marine, donc après octobre 2005. Cet homme semble finalement n'avoir aucun lien avec le meurtre de Marine Boisserand. Il est donc libéré en janvier 2007 après avoir passé 3 mois derrière les barreaux. Il a été complètement mis hors de cause avec les expertises. Il y a une autre piste, donc la piste de l'ex-petite amie qui potentiellement serait le coupable, qui a été longtemps suivi par les enquêteurs et qui semble être la piste privilégiée à ce jour par certains proches du dossier. On parle ici de Ludovic P, qui était le dernier petit ami connu de Marine Boisserand, qu'elle avait quitté 3 à 4 mois environ avant les faits. Apparemment, il avait très mal vécu la séparation et ne semblait pas l'accepter. Il était triste et déprimé de la situation, selon ce que les camarades de classe de Marine, ou les gens qui les connaissaient, ont pu expliquer. Il était déjà venu plusieurs fois dans la maison des Boisserand et il connaissait donc très bien les lieux. Les analyses par rapport à la taille, la corpulence et la force du meurtrier ont démontré que le tueur de la jeune femme devait être plus grand qu'elle, donc plus d'1m75 il me semble, et que c'était un homme droitier qui avait porté les coups, ce qui correspond parfaitement aux caractéristiques de Ludovic. Il mesure en effet 1m82-83 et chausserait également du 43. De plus, les coups portés par l'agresseur, dont certains touchent le cœur, et leur nombre peuvent correspondre à une symbolique concernant, je mets de gros guillemets, la passion. Ce n'est pas moi qui ai utilisé ce terme ici. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils étaient dans la même classe. Et donc il semblait quelqu'un de très réservé, il parlait peu, il était assez mince, il avait un nez aquilin, il était brun et paraissait plutôt sympa, comme des personnes ont pu le décrire. Évidemment, il connaissait donc l'emploi du temps de Marine puisqu'il était dans la même classe et il savait donc qu'elle n'avait pas cours l'après-midi et qu'elle serait très probablement chez elle. Tous ces premiers éléments ont fait que les enquêteurs se sont intéressés à la relation entre Ludovic et Marine. Il y a plusieurs informations qui sont ressorties de proches de Marine et du couple en général, qui disaient que après la rupture, le jeune homme de 21 ans l'avait beaucoup relancé et que elle apparemment était assez dure avec lui, qu'elle le cassait beaucoup, qu'elle était assez peu aimable. Et on peut donc se demander, est-ce que c'est un mobile suffisant pour vouloir attenter à la vie de quelqu'un qui vous rejette? Donc évidemment que non, mais on le sait aujourd'hui avec les statistiques de féminicide, notamment en France, c'est pas ce qui va arrêter un meurtrier. Mais ce qui va surtout interpeller les enquêteurs, c'est un témoignage très intéressant qui est rapporté très rapidement après les faits par une voisine des Boisserand. En effet, elle habite au bout du chemin de la maison des Boisserand et elle a donc une vision sur les voitures qui rentrent et qui sortent de cette impasse où habite Marine et sa famille. D'ailleurs, je crois qu'ils sont les seuls à habiter à ce niveau-là. Les témoins sont donc Madame Bory et son fils de 9 ans à l'époque. Madame Bory a rapidement rapporté que le jour des faits, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, elle a évité de peu une voiture qui sortait de l'impasse à 16h45, soit à l'heure du crime. Cette voiture roulait à vive allure. Elle explique aussi avoir eu le temps de distinguer la voiture de couleur grise de type break et elle rapporte le profil du conducteur qu'elle n'a pas réussi à distinguer mais qui semblait être seul dans la voiture. Elle dit avoir vu un garçon, donc un jeune homme, selon ses propres mots, aux cheveux châtain clair,
le visage tout en longueur. Cette même voiture a été aperçue 15 minutes avant, donc à 16h30, par le fils de Madame Bory. Donc il n'y a pas d'autre issue pour arriver à la maison, il n'y a pas d'autre maison après et la route est coupée. Donc c'est obligatoire de passer par devant chez Madame Bory. On peut se dire potentiellement c'est une voiture qu'ils ont vue qui a fait demi-tour, qui s'est trompée de chemin tout simplement. C'est pas possible puisque entre le premier témoignage du fils Bory et celui de la mère, il y a quand même 15 minutes. Donc on fait pas un demi-tour en 15 minutes et donc si les témoignages sont corrects, très probablement ils ont vu la voiture de la personne qui aurait attaqué Marine Boisserand. Comme la description ressemble un peu à Ludovic, évidemment, les enquêteurs vont s'intéresser au véhicule qu'il avait l'habitude de conduire. Il se trouve que normalement, lui, il ne conduisait que son 2 roues, mais que sa mère, à Ludovic, possédait en effet le type de véhicule aperçu par la famille Bory, donc un break de couleur grise. Je suis plus sûre, mais j'avais lu que c'était une Scénic grise. Et il aurait semblé manquer au véhicule un tapis de sol avant et apparemment du sang aurait été retrouvé sur le volant de la voiture. Alors j'ai pas eu plus d'informations concernant les analyses qui ont été réalisées ou non avec ce sang. En tout cas, bon, ça doit pas être très important si ce n'est pas ressorti dans les médias ou même dans l'enquête. En tout cas, ça a de quoi à l'époque éveiller les soupçons des enquêteurs, évidemment. En effet, en plus des caractéristiques physiques de Ludovic qui correspondent à celles du meurtrier, il y a le type de voiture qui correspond au témoignage qui est dans la famille de Ludovic et donc c'est un peu naturellement finalement qu'il va être placé en garde à vue le 23 mars 2006. Dans les PV d'audition de Ludovic, plusieurs versions de son emploi du temps vont être données. Donc au départ, il expliquait qu'il était rentré chez lui le jour des faits grâce à une amie qui l'aurait raccompagné. Et apparemment, cette amie va expliquer que non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ensuite, il va dire qu'il a pris le bus. Et en fait, au final, il va donner au moins 4 versions différentes. Il ne se souvient pas de ce qu'il faisait, de comment il est rentré chez lui le jour des faits, ce qui est, je vous l'accorde, assez étrange. Normalement, tu te souviens vraiment de ce qui se passe le jour où il y a un gros événement qui se passe dans ta vie. Et là, quand on parle du meurtre de ton ex-petite amie dont tu étais encore probablement très amoureux ou en tout cas très attaché, c'est vrai que ça paraît étrange de pas connaître par cœur ton emploi du temps du jour des faits. Mais il va quand même donner un emploi du temps qui semble plutôt cohérent, son emploi du temps donc du mardi 11 octobre 2005. Apparemment, donc il aurait mangé chez lui à midi et ensuite en tout début d'après-midi, il se serait rendu à la musculation avec son 2 roues. Il est un peu incertain de son heure d'arrivée. Il ne sait pas si c'est 14h ou 14h30. Il ne sait pas vraiment s'il reste 1h30 ou 2 heures, mais ce qu'il explique, c'est qu'il va rentrer chez lui vers 16h30. Les imprécisions sur son emploi du temps et ses multiples versions le rendent encore plus suspect aux yeux des enquêteurs. De son côté, lui ne cesse de clamer son innocence. Pour lui, il explique qu'il n'y est absolument pour rien et il ressort finalement à la 33e heure de garde à vue, faute d'éléments à charge. Les obsèques de Marine ont lieu une semaine après son meurtre, soit le 18 octobre 2005. Les enquêteurs sont présents et restent sur le qui-vive. Le responsable de cette tragédie est potentiellement présent aux obsèques. Ce qui est sûr, c'est que Madame Bory, la voisine, est présente et accompagnée d'un policier qui lui a donné comme consigne de voir si elle reconnaît l'homme qu'elle a vu en voiture. Cela ne donnera rien, mais une absence sera remarquée lors de ces obsèques, celle de Ludovic, l'ex-petite amie, qui expliquera par la suite qu'il a horreur des enterrements et que c'est pour ça qu'il ne s'est pas rendu à celui de Marine. Très rapidement après sa garde à vue, quelques semaines après, en juin 2006, il décide de partir de la France, de quitter la France et de vivre pleinement sa passion de la plongée sous-marine. Il part de base à Abidjan, ensuite à Djibouti et plus tard il va s'installer en Malaisie. Certains vont dire qu'en fait il fuit ce qu'il a fait en France, qu'il fuit à l'étranger pour ne plus être, on va dire, arrêtable par les enquêteurs, alors que d'autres vont tout simplement dire, et c'est ce qu'il dira lui-même, qu'il avait envie de changer d'air, on va dire, après cet événement, cet épisode traumatique vécu dans sa vie. Pendant plusieurs années, cette piste sera écartée au profit d'une autre qui va émerger 2 ans plus tard. On est en 2008 et un couple de vagabonds va énormément faire parler dans la région. En effet, Stéphane Moitoiré et Noëlla Ego
commettent un acte d'une atrocité sans nom à Lagneux, à 1 heure à l'est de Chazé-d'Azergues. Dans la soirée du 28 juillet 2008, le petit Valentin Crémeau, qui allait avoir 11 ans, qui faisait du vélo dans sa rue, tombe sur ces 2 marginaux. Elle, de son côté, se fait appeler Sa Majesté, tandis que lui était surnommé le secrétaire. Ils étaient tous 2 dans une sorte de délire mystique, et c'est dans ce cadre-là que Stéphane Moitoiré a tué sans aucun mobile l'enfant d'une 40aine de coups de couteau. Rapidement identifiée comme les auteurs des faits, Noëlla Ego, elle, est condamnée à 5 ans de réclusion criminelle et elle ressortait libre du tribunal lors du procès en appel en 2013, tandis que lui, Stéphane Moitoiré, à l'origine des 40 coups de couteau, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans pour assassinat. Il a été reconnu responsable alors que ses avocats avaient plaidé la folie. Moitoiré niera toujours les faits, mais il dira que c'est une sorte de double maléfique qui a fait le coup, donc une sorte d'extension de lui-même qu'il va appeler Bellemare, ce qui d'ailleurs lui vaudra le surnom de vagabond schizophrène. Mais vous allez me dire, quel rapport avec l'affaire Marine Boisserand ? Tout simplement avec la découverte de ce couple complètement allumé, on va dire. Ils vont évoquer leur possible implication dans 5 autres dossiers, dont celui de Marine Boisserand. Donc déjà, quand on essaye de comprendre un peu comment fonctionnait ce couple, on sait qu'ils se déplaçaient principalement à vélo. Ils arrivaient en général en fin de journée dans les villages. Stéphane Moitoiré prenait contact soit avec un élu, soit un représentant de la paroisse, soit chez l'habitant directement. Il se présentait comme pèlerin animé par une foi et demandait à être hébergé pour 1 ou plusieurs nuitées. Lui semblait être plus communicatif qu'elle, qui restait en retrait. C'est évidemment donc une piste qui a été étudiée et c'est vrai que plusieurs éléments, vous allez voir, sont surprenants et pourraient potentiellement les relier au dossier du meurtre de Marine. Déjà, le mode opératoire. C'est vrai que la manière et la violence avec lesquelles Valentin et Marine ont été tués sont similaires et que l'arme du crime est la même, c'est-à-dire un couteau. De plus, il se trouve qu'en 2005, le couple semblait tourner dans la région de Chazé-d'Azergues. Un prêtre d'un village voisin se souvenait les avoir hébergés après le meurtre de Marine. Il avait noté un détail intéressant, notamment que le couple disait ne jamais se séparer du chat qui était en leur présence à ce moment-là, un chat de couleur noire. Le prêtre connaissait les Boisserand puisqu'il avait baptisé tous les enfants, donc Marine, Pierrick et Loïs. Donc il a passé un coup de fil à Éric Boisserand en lui expliquant la présence de ce couple et en lui évoquant aussi le fait qu'ils aient un chat. Et il se trouve que depuis le meurtre, un des chats de Marine avait disparu, un chat de couleur noire. Il était introuvable depuis tout ce temps. Un scénario se profile donc. Marine, présente dans le salon de sa maison et regardant la télévision, a pu voir le couple Stéphane Moitoiré et Noëlla Ego dans son jardin en train potentiellement de vouloir récupérer son chat. Elle aurait ouvert la porte pour les interpeller et le couple s'en serait pris à elle et l'aurait assassiné avec le couteau de la cuisine ou potentiellement leur propre couteau. C'est en toute logique que Moitoiré sera interrogé le 29 mai 2009 et il va être entendu par les gendarmes pour un rapprochement éventuel avec cette affaire. Dès le début de l'audition, il se met à pleurer, ce qui est apparemment rare chez lui. Il reconnaît connaître Chazé-d'Azergues puisqu'il parle d'une vierge dorée qui est connue dans cette commune, ce qui est un détail précis, donc on est sûr qu'il y est passé, mais il ne se souvient plus quand il y est allé. On sait qu'il porte des baskets Nike et sans qu'on ne lui indique qu'il est interrogé dans le cadre de cette affaire, il évoque lui-même le meurtre de Marine. Et il dit que c'est un coup de Bellemare. Rappelez-vous, Bellemare, c'est celui, donc son double, qui a tué Valentin. Est-ce qu'il vient donc indirectement de se désigner comme coupable ? Bon, c'est pas si facile que ça parce qu'apparemment, ce Moitoiré est quand même assez complexe, un personnage très étrange, donc on peut pas vraiment se fier à ce qu'il dit. À côté de ces déclarations, il n'y a aucun élément matériel qui vient confirmer l'implication du couple dans le meurtre de la jeune femme. Et en plus de ça, ça ne correspond pas au témoignage de la voisine qui expliquait avoir vu un jeune homme dans une break grise rouler à vive allure en sortant de l'impasse où habitaient les Boisserand, parce qu'en plus de ça, le couple était connu pour
se balader à pied, en train, mais le plus souvent même à vélo et jamais en voiture. En tout cas, Stéphane Matoiré n'avait pas le permis et on n'avait pas connaissance qu'elle possédait, elle, un véhicule. Finalement, cette piste va s'éteindre à l'époque, mais elle sera relancée bien plus tard, tout comme la piste de Ludovic. En effet, en 2011, le témoignage de 2 collégiens qui ont été entendus 3 mois après le meurtre de Marine est retrouvé par le père de la victime dans le dossier. Dans le procès-verbal vont être rapportés leurs témoignages à eux deux et ils vont expliquer qu'ils se raccompagnaient l'un l'autre après le collège chez eux. Ils expliquent que le jour du crime, à peu près vers 17h, donc un peu après le meurtre de Marine, ils ont aperçu un homme en jogging blanc immaculé avec des baskets Nike courir comme un dératé, assez proche d'ailleurs du domicile des Boisserand, et il avait une attitude étrange qui avait interpellé ces 2 collégiens. Notamment, il se cachait le visage comme pour cacher son identité. Les 2 collégiens vont le décrire comme étant brun et mat de peau. Monsieur Boisserand, quand il tombe sur ce témoignage, il va être assez surpris que cette piste n'ait pas été plus creusée que ça. Il va donc remonter cette information 6 ans après les faits pour pousser les vérifications. En effet, en octobre 2011, il saisit avec son avocat le juge d'instruction de l'époque et un mandat d'amener à l'encontre de Ludovic est prononcé. La description donnée par les collégiens effectivement rappelle le profil de Ludovic et on se dit que potentiellement c'est lui qui aurait pu être aperçu ce jour-là et qu'il aurait peut-être des choses à se reprocher. Parallèlement, les enquêteurs vont donc présenter aux 2 anciens collégiens qu'ils ont retrouvés une photo de classe de Marine pour voir si potentiellement ils reconnaissent l'homme qu'ils ont vu courir ce jour-là. Alors eux, ils vont désigner un peu fébrilement en effet Ludovic. Après, il faut dire quand même qu'il y avait assez peu d'hommes dans la classe de Marine à cette époque-là, mais ils ne vont pas du tout être sûrs à 100%, ils rétropédalent un petit peu parce qu'ils ne veulent pas accuser à tort. Par contre, pour ce qui est du mandat d'amener, c'est pas si simple que ça, parce que rappelez-vous, Ludovic, depuis 2009, n'habite plus en France et au moment du mandat d'amener, il est en Malaisie. Et il n'existe aucun accord d'extradition entre les 2 pays. Et donc il faut attendre que Ludovic mette le pied sur le territoire français pour pouvoir l'interpeller. Et pour ça, les enquêteurs vont scruter ses réseaux sociaux et notamment Facebook. Et lui, comme il ne se doute de rien, il va laisser un message sur Facebook en expliquant, je pense à ses proches, à ses amis, qu'il va se rendre pour les fêtes de fin d'année en France. En effet, donc son vol atterrit à Roissy le 17 décembre 2011 et il est immédiatement interpellé à la sortie de l'avion. Il est placé en garde à vue, mis en examen et écroué. Alors c'est quand même une sacrée descente aux enfers pour Ludovic qui ne s'attendait pas du tout à être reçu de la sorte en France. Mais au final, lui, il va rester fidèle à ses premières déclarations. Il n'y est pour rien, il clame son innocence. Et alors qu'il reste mis en examen dans l'enquête pour le meurtre de son ex-petite amie, il ressortira au bout de 15 jours sous contrôle judiciaire. Finalement, en 2013, il y a une confrontation qui va être organisée entre les anciens collégiens et Ludovic. Et cette confrontation ne sera pas du tout concluante. En plus de ça, les enquêteurs vont être contraints d'abandonner la piste Ludovic, de l'ex-petite amie, donc, puisque les avocats de ce dernier vont apporter un élément, une preuve qui prouverait que Ludovic n'était pas présent sur les lieux du crime à l'heure du crime. Effectivement, il y aurait un élément qui prouverait qu'il était finalement à Villefranche-sur-Saône, donc à 20 minutes environ en voiture du domicile des Boisserand. Donc il n'aurait évidemment pas pu se dédoubler. Et ce qui prouve sa présence à Villefranche, c'est un ticket de caisse, une facture qui a été retrouvée par un buraliste d'un bureau de presse où apparemment se serait rendu Ludovic et il y aurait acheté des magazines. Et la mère de Ludovic va confirmer ces déclarations, les déclarations de son fils. Et donc le timing ne pouvant pas correspondre avec cet élément
à l'horaire du crime, l'enquête, les investigations repartent de zéro. Évidemment, le statut de Ludovic change en conséquence. Il passe de mise en examen au statut de témoin assisté. C'est un statut qui est intermédiaire entre celui du simple témoin et de mise en examen. D'ailleurs, rappelez-vous, ce garagiste-là, c'est le seul qui a entendu la potentielle voix du criminel, du meurtrier de Marine Boisserand au téléphone. Et donc, évidemment, on va essayer de lui faire reconnaître les voix des proches de Marine, des hommes de sa famille, les voix de ses camarades de classe garçons, de son ex. Et lui ne va d'une part pas du tout reconnaître la voix de Ludovic, mais aussi il ne va reconnaître aucune voix dans les profils qui lui sont présentés. Pendant plusieurs années, malheureusement, l'enquête stagne. Monsieur Boisserand, lui, ne lâche pas l'affaire. Il continue à pousser le dossier, il continue à médiatiser et il veut absolument connaître la vérité sur le meurtre de sa fille. Et c'est d'ailleurs grâce à cette médiatisation que l'enquête va être relancée en décembre 2020, soit 15 ans après les faits, suite à un article paru dans Le Progrès où était présentée la piste du couple de vagabonds, la piste Moitoiret égaux. Et effectivement, il y a une femme qui, après avoir vu cet article, va appeler l'avocat de Monsieur Boisserand, donc maître Portejoie, et elle va lui faire part de son témoignage, bon, avec quelques années de retard quand même, il faut se le dire, le témoignage qui est quand même assez intrigant. En effet, cette femme qui est aujourd'hui retraitée était une ancienne enseignante à l'époque et elle raconte avoir vu le jour des faits un couple commettre un vol non loin des lieux du crime, exactement à Morancé, à environ 1,5 km de Chazé d'Azergues. Apparemment, ils auraient pris la fuite au volant d'une voiture en direction de Chazé d'Azergues, donc de la commune où habitaient les Boisserand, armés d'un couteau. Il était environ 11h15, 11h20, donc c'était dans la matinée. Elle a aperçu un homme courir avec une mallette à la main et au volant de la voiture qui l'attendait, c'était une femme avec des cheveux blonds tirés et des lunettes de soleil. L'ancienne institutrice se souvient très bien du jour et de l'heure, tout simplement parce que quelqu'un le même jour dans la soirée l'avait appelée pour l'informer qu'une jeune fille avait été tuée chez elle à Chazé d'Azergues. C'est sûr que d'avoir vu dans la même journée un cambriolage et avoir entendu parler de ce meurtre juste à côté de chez elle, ça marque les esprits. Effectivement, on se souvient plus de ce qu'on a fait le jour où ça s'est passé. La femme est finalement entendue par les enquêteurs de l'OCRVP qui se chargent aujourd'hui du dossier du meurtre de Marine et il est présenté à la témoin des photos du couple que elle ne reconnaît pas vraiment à ce moment-là, et quand on lui présente les photos du couple, mais à l'époque des faits, donc en 2005, là, elle les reconnaît formellement. Donc c'est vrai que ça appuie la véracité de son témoignage. Et ce n'est pas la seule témoin à se manifester à cette période. En effet, un ancien habitant de Chazé d'Azergues explique que le jour des faits, lui aussi, il était vraiment pas très loin du domicile des Boisserand, il était à Chazé, et il a été témoin aussi d'une scène assez étrange pour qu'il la garde en tête. Il a aperçu un couple sur la route, sur le bord de la route, alors que lui, il était en voiture. Il a évité de justesse un homme qui avait une attitude étrange et qui jouait au torero avec sa voiture. Il s'est rappelé qu'il les a vus donc le mardi 11 octobre 2005, jour des faits, mais environ vers 17h30, soit juste après le meurtre de Marine Boisserand. Au final, ils sont de nouveaux témoins à situer le couple de vagabonds à Chazé d'Azergues, ou très proche le jour des faits, et un des témoins parle même d'une voiture et d'un couteau. C'est pour ça qu'en 2021, après que l'OCRVP ait étudié ces témoignages, ils vont lancer un nouvel appel à témoins pour déterminer plus précisément si Stéphane Moitoiret aurait bien pu commettre ce crime. Dessus, on peut lire « Veuillez prendre attache avec l'Office central de répression des violences aux personnes si le couple Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego, précédemment mis en cause dans le meurtre du petit Valentin Crémeau, a été hébergé sur votre commune au cours de l'année 2005. C'est un rebond qui suscite évidemment de nouveaux espoirs pour la famille de Marine Boisserand. Par contre, il y en a une qui est pas d'accord avec la possible implication de Stéphane Moitoiret dans le meurtre de la jeune femme, c'est la mère du vagabond. En effet, elle explique que pour elle, c'est vraiment pas possible qu'il soit impliqué dans cette affaire. Je vais
vais la citer. C'est n'importe quoi, mon fils et sa compagne ne se déplaçaient jamais en voiture. D'ailleurs, Stéphane ne sait pas conduire. Ils étaient toujours à pied ou à vélo, prenant parfois le train. Et en plus de ça, il est important de noter que Stéphane Moitoiré mesure 1m71 et qu'il est gaucher, contrairement aux caractéristiques connues du meurtrier. En 2024, de nouvelles expertises ADN sont ordonnées car une trace génétique masculine inconnue avait en effet été prélevée à l'intérieur du caraco bleu que portait l'étudiante lors de sa mort. Finalement, les experts établissent le mercredi 11 décembre 2024 que l'ADN de Stéphane Moitoiré ne matche pas avec cet ADN retrouvé sur la scène de crime. Donc encore un nouvel élément qui le disculpe dans cette affaire. Mais il est important de noter aussi qu'à une époque, un autre ADN avait été retrouvé sur le corps de Marine. En plus de ça, c'était un ADN masculin et c'était au niveau d'une griffure. Donc on s'est dit, ah là, même si c'était un ADN partiel, donc incomplet, c'est sûrement l'ADN du meurtrier. Mais j'ai vu assez récemment d'ailleurs dans un article, peut-être une réponse à l'identité, enfin en tout cas à qui appartenait cet ADN, parce que pendant toutes ces années, on n'avait jamais eu d'informations, en tout cas elle n'était pas connue du grand public sur l'origine de cet ADN. Je vais citer un article. L'une des traces ADN inconnues retrouvées à l'époque sur la peau de la victime proviendrait du cadavre autopsié le même jour que Marine Boisserand. Et c'est quand même quelque chose de fou et de pas professionnel du tout. D'ailleurs, pour monsieur Boisserand, c'est un signe de plus que depuis le départ, il y a de grosses lacunes dans l'enquête et qu'il y avait un manque de précaution flagrant. En effet, très récemment, dans une interview, il va expliquer un petit peu toutes les failles de l'enquête selon lui. Ça se voit qu'il est vraiment énervé par tout ce que lui, il considère comme étant des erreurs dans cette enquête. Il va noter, comme je vous le disais, l'absence de précaution sur la scène de crime dès le départ. Donc il dit que la scène n'a pas été gelée assez vite et en plus de ça, surtout que l'ADN d'au moins un des gendarmes avait été retrouvé sur la montre de Marine qui était à 3 mètres de son corps inanimé. Il note également l'absence d'expertise de la voiture de la mère de l'ex-petite amie de Marine et qu'une succession d'erreurs dès le départ a mené à ce que finalement il devienne enquêteur malgré lui dans ce dossier et qu'il ait dû trouver des failles dans l'enquête et même des témoignages ressortis plusieurs années après pour faire avancer les choses. En plus de ça, ce n'est pas du tout une petite enquête, hein. C'est l'enquête, l'instruction est recueillie dans au moins 32 tomes, ce qui est énorme. Et pour preuve de ça, d'ailleurs, en 2009, soit 4 ans après les faits, il y a environ 80 bénévoles qui se sont mobilisés après avoir contacté monsieur Boisserand pour lui dire qu'il pouvait l'aider. En effet, ces personnes font de la détection de métaux et ils ont ratissé les environs pour retrouver le portable de Marine Boisserand, jamais retrouvé. Donc, plusieurs portables ont été retrouvés grâce à eux, je crois 5 environ. Malheureusement, aucun ne correspondant à celui de Marine. Et quand Éric Boisserand va demander aux enquêteurs pourquoi ils ne l'ont pas fait eux-mêmes et plus tôt, ils vont tout simplement lui répondre qu'ils n'avaient pas en leur possession de détecteurs de métaux. À ce jour, monsieur Boisserand déplore le traitement de cette affaire et son traitement lui-même d'ailleurs par certains acteurs du dossier, notamment le dernier des 6 juges d'instruction qui se sont succédés au total en 15 ans. Il l'aurait vu seulement 2 fois en 5 ans, et la dernière en juin 2024, pour un total respectif de 5 minutes la première fois et 7 minutes la deuxième. Toujours selon ce que rapporte monsieur Boisserand. Pendant ce dernier rendez-vous en juin 2024, le magistrat instructeur Nicolas Charrère envisage de clôturer la procédure. Je rapporte les propos du père de Marine. Je cite, « Il nous a dit que dans l'état actuel des choses, il ne pouvait plus rien faire. J'ai compris qu'il allait laisser tomber. » Il aurait apparemment expliqué, ce procureur, qu'il ne voulait plus vraiment dépenser trop d'argent dans ce dossier. Ça, c'est l'interprétation aussi de monsieur Boisserand, puisque les dernières expertises ADN leur avaient coûté 40 000 €. Depuis le meurtre, il faut savoir que la famille Boisserand a été évidemment énormément affectée et elle a un peu explosé. Un des frères échouera 2 fois en médecine, l'autre partira en pension, la mère de Marine n'a
plus pu travailler et ils n'ont pas pu revenir habiter dans leur maison de Chazé d'Azergues. Ils ne voulaient plus d'ailleurs. Seul Monsieur Boisserand y revenait quelques fois. Je suis allée vérifier sur Google Maps évidemment les lieux et il semble qu'en 2019 cette maison ait été rasée et qu'une nouvelle maison au profit de nouveaux propriétaires ait été construite à la place. Mais je peux me tromper, mais vraiment c'est ce que je vois des différents points de vue de Google Maps au niveau de l'adresse de la maison que je vous montre ici. Si on doit faire un point rapide sur les suspects qui ont été évoqués dans cette enquête. Alors au départ, on a le SDF qui a rapidement été finalement écarté. Ensuite, on a le couple de vagabonds qui est aujourd'hui la piste la plus récente qui a été relancée. Et enfin, l'ex-petite amie. On ignore aujourd'hui s'il est encore sous le statut de témoin assisté. Pourtant, il y a plusieurs autres pistes qui ont interpellé les internautes et d'autres manquements ou simplement des détails de l'enquête qui n'ont pas été communiqués au public ont attiré mon attention et pas que d'ailleurs la mienne puisque il y a plusieurs personnes, ce que j'aime bien appeler les détectives du web, qui se sont posé les mêmes questions que moi. Notamment au niveau de ce fameux réparateur avec lequel Monsieur Boisserand avait rendez-vous à 17h, on ne sait pas trop, donc soit devant chez lui ou soit directement dans son garage, mais c'est assez étrange parce qu'on n'a aucune information, en tout cas on ne les connaît pas publiquement ces informations, et pourtant on pourrait se poser la question, s'ils avaient rendez-vous au domicile des Boisserand, est-ce qu'il est venu à 17h? Est-ce que Monsieur Boisserand a eu le temps de le prévenir? Ça m'étonnerait, puisqu'il a été choqué de voir sa fille malheureusement décédée. Qui il est? Est-ce que potentiellement il a été interrogé? Est-ce qu'il est impliqué? On n'en sait rien du tout, et c'est vrai que c'est une pièce du puzzle qui manque à l'enquête, ou en tout cas à notre compréhension, nous, à notre niveau. Mais ça a commencé, cette pièce manquante, à amener certains internautes à penser à une autre hypothèse, et c'est vrai qu'elle est assez peu entendable, surtout avec les éléments qu'on a aujourd'hui, c'est celle de l'implication du père de Marine Boisserand lui-même dans le meurtre de sa fille. Cette hypothèse, pour certains, pourrait expliquer certains éléments, comme par exemple l'absence d'ADN suspect sur la scène de crime, puisque on était chez Monsieur Boisserand, chez la famille Boisserand tout simplement. Donc c'est normal qu'il y avait de l'ADN de lui un peu de partout. L'utilisation du fixe, effectivement, et l'appel non abouti à son fils, à son plus grand-fils, peut-être a-t-il cherché de l'aide auprès de lui avant de se raviser. Et le fait que le garagiste ait entendu au bout du fil la voix d'un homme mûr et peut-être assez autoritaire, ayant le dessus sur la personne qui l'interpellait. C'est comme ça d'ailleurs qu'il avait présenté un peu les choses, ce garagiste. Donc on peut se demander, avec la version des internautes, si Marine n'avait pas été témoin d'une scène qu'elle n'aurait pas dû voir, et que son père s'en est pris à elle, et que ça ait dégénéré derrière. Cependant, il est important de noter que le garagiste n'a pas reconnu la voix de Monsieur Boisserand, enfin en tout cas que ça ne correspond pas à la voix qu'il a entendue au téléphone, puis surtout aussi que la pointure, la semelle ne correspond pas aux chaussures que portait Éric Boisserand. Moi je pense surtout que comme le père est un des seuls à s'exprimer dans les médias et que les autres ne s'expriment pas vraiment, ça alimente peut-être les fantasmes autour de l'entente de certains membres de la famille Boisserand, et peut-être que certains s'imaginent des scénarios qui appuieraient cette hypothèse de l'implication du père dans le meurtre de sa fille, donc de la piste intrafamiliale, mais ça reste complètement hypothétique. D'ailleurs, certains sont allés beaucoup trop loin dans leurs allégations, notamment sur des forums de discussion, et ont dépassé les limites, ce qui a poussé Monsieur Boisserand à porter plainte en 2014 pour diffamation. Il faut noter que nous, on a vraiment très peu d'informations sur cette procédure judiciaire de longue haleine, et qu'en fait on a simplement les infos que les médias nous donnent, et des fois il y a quand même pas mal d'erreurs dans ce que j'ai pu lire, donc ça se trouve j'ai rapporté des erreurs, et donc c'est quand même important de le noter. Il y a plus de 30 tomes, presque 40 tomes, on n'y connaît finalement rien dans toutes les expertises, dans tous les actes d'enquête qui ont été réellement réalisés dans ce dossier. Et ce qu'on peut dire par contre, c'est que les enquêteurs, ils ont fait
pas mal de choses, hein, c'est clair. Et le plus important dans tout ça, c'est que Monsieur Boisserand n'a jamais été inquiété, en tout cas pas à ce que je sache, il n'a jamais été placé en garde à vue, mis en examen, considéré comme un suspect par les enquêteurs, et j'imagine bien que c'est la première chose, les premières questions qu'ils se sont posées autour du père de famille qui a été celui qui a découvert le corps de sa fille. C'est évident qu'on se pose des questions sur son implication, et c'est évident qu'il a été dans les premiers à être entendu, et je pense que cette piste, ça fait un moment qu'elle a été balayée. Et une chose la plus importante, c'est quand même grâce à lui que le dossier continue à exister. Détourner l'attention en étant omniprésent dans les médias pourrait en effet l'expliquer, mais pas au bout de 20 ans, lorsqu'il semble prendre tout le poids de l'enquête sur ses épaules et qu'il essaye de faire tout pour éviter la clôture de l'enquête. Ça n'a aucun sens. Certains continuent respectueusement à parler de l'affaire dans certains forums. Je pense notamment au forum du Grêlé que je consulte sporadiquement, et j'ai noté quelques pistes intelligemment pensées et j'aimerais bien vous les rapporter ici. Donc une première piste, je vais être rapide, c'est que y a certains qui évoquent la possibilité qu'en fait la personne qui est tuée, Marine Boisserand, ne voulait pas la tuer au départ et avait peut-être rendez-vous avec Monsieur Boisserand. En tout cas, il savait qu'il habitait ici, puisqu'apparemment il avait aussi une activité commerciale domiciliée à son domicile, et peut-être tout simplement que il y a quelqu'un qui lui en voulait et qu'il en a profité pour agresser Marine. Bon, ça reste un peu bancal pour moi. Par contre, la deuxième hypothèse, je la trouve très intéressante et je vous l'explique maintenant. En effet, il y a quelqu'un de ce forum qui explique qu'il a voulu un peu enquêter de son côté. Bon, j'aime pas trop ça parce que j'ai l'impression que ça fait un peu du tourisme morbide, mais je trouve ça très intéressant puisque il est allé sur place et il a rencontré des témoins. Et notamment, vous savez, la voisine des Bory. Alors les Bory, je vous le rappelle rapidement, la mère et le fils, ce sont eux qui ont vu la voiture grise s'engager dans l'impasse et revenir 15 minutes après. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses... beaucoup d'éléments qui tournent autour de ces deux témoignages. Je vais vous lire son histoire que je trouve très intéressant. Il a discuté donc avec cette voisine. Cette dame expliquait à cet homme que 5 mois avant le meurtre, Marine avait eu une altercation avec le fils des Bory qu'elle soupçonnait de maltraiter son chat. Cette dame avait assisté à cette dispute étant donné qu'elle avait eu lieu devant le portail des Bory. Donc encore on parle du chat. En effet, Marine avait cru bon d'en faire part aux parents du jeune homme. Ensuite les choses s'étaient tassées et le conflit était réglé. Ce même homme avait finalement retrouvé des anciens camarades du fils Bory. Ces derniers avaient remarqué que le lendemain du drame, il n'était pas venu en cours et qu'il n'était revenu que le surlendemain, soit le vendredi 14 octobre 2005. Selon le témoignage de certains d'entre eux, il portait ce jour-là une attelle à l'épaule, ce qui expliquerait son absence la veille. Le lundi précédant le drame, soit la veille des faits, le 10 octobre, il n'avait pas encore d'attelle. Donc il aurait eu une attelle juste au moment du meurtre de Marine Boisserand. Comme il l'explique, je cite, « N'oublions pas que c'est sur la base du témoignage de cette famille que la piste d'un jeune homme sortant en voiture de l'impasse est apparue dans le dossier, quand même troublant cette coïncidence. » C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que pour cette piste, le fils Bory aurait été vu par Marine Boisserand en train de martyriser son chat? Est-ce qu'elle s'en serait pris à lui et lui serait rentré chez lui, en aurait parlé à son père serait revenu et il aurait attaqué, il s'en serait pris à Marine. Après, je me dis quand même, pour une histoire de chat, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais je trouve que ce témoignage est assez intéressant à noter. Mais bon, on est d'accord que c'est juste un témoignage et qu'il n'y a aucun élément factuel qui vient appuyer cette piste. Mais je trouvais intéressant de vous la partager. Je rajoute cette petite note audio après avoir tourné la vidéo, puisque c'est vrai que j'ai pensé à une piste que je n'ai pas évoquée dans cette vidéo. Après avoir tourné, donc, j'ai pensé à la piste de l'implication d'une personne qu'on ne connaît pas, qui avait potentiellement une relation avec Marine Boisserand, notamment peut-être quelqu'un dépositaire de l'autorité, donc peut-être un policier ou un gendarme. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, de un, on avait quand même l'ADN d'un gendarme qui a été retrouvé sur la montre de Marine, mais aussi les éléments assez méthodiques
qui ont été effacées, notamment aucune trace suspecte, les téléphones portables et fixes qui ont disparu, et aussi cette empreinte qui est assez spéciale puisque c'est la seule qui ressort, de taille 43, on a l'impression qu'elle est mise là pour brouiller les pistes. Donc c'est vrai que l'implication d'une personne dont on ne connaît pas l'identité à ce jour, ou peut-être qui est un gendarme ou un policier, je pense que c'est aussi une piste assez intéressante, tout simplement parce que la scène de crime a l'air trop belle, entre guillemets, pour être vraie, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur un crime parfait, et qui mieux qu'une personne qui a l'habitude de traiter ce type d'affaires pour effacer les traces. C'est pas la première fois qu'on l'a vu en effet. Donc voilà, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais je pense que c'est intéressant de l'évoquer ici. Ce que je trouve frustrant dans ce dossier, c'est qu'il y a plein de pistes intéressantes à exploiter, mais qu'à chaque fois, il y a des éléments même du dossier qui discréditent ces hypothèses. Donc par exemple, il y a eu la piste du couple vagabond. Eux, ils se déplaçaient qu'en vélo et pas en voiture, donc ça coïncide pas avec le témoignage des Bory, par exemple. Et d'ailleurs, les caractéristiques physiques de l'homme ne correspondent pas à celles du meurtrier. En plus de ça, apparemment, aujourd'hui, on a essayé de l'entendre par rapport aux dernières avancées, par rapport aux derniers témoignages. Il n'est plus du tout psychologiquement apte, on va dire, à répondre aux questions, et qu'en plus c'est un peu trop organisé, on va dire, pour quelqu'un qui n'était pas très stable psychologiquement. Donc, par exemple, se débarrasser des 2 portables, refermer les portes et ne laisser aucune trace génétique, aucune trace ADN, ça paraît pas trop crédible venant de ce couple-là. Pour ce qui est de l'ex-petite amie, par exemple, il y a cette preuve qui prouverait qu'il ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Et surtout à l'époque, apparemment, il ne se déplaçait qu'en 2 roues. Donc c'est vrai que ça paraît assez peu crédible. Mais pour moi, le SDF, c'était la piste la plus logique, on va dire, et qui a été assez rapidement étudiée. Mais au final, vous avez vu que toutes les expertises démentaient qu'il pouvait être impliqué dans le meurtre de Marine. Le père, je vous ai expliqué, il n'y a aucun sens qu'il veuille absolument maintenir ouverte la procédure, si c'est vraiment lui. Enfin, il n'y a aucun sens, et en plus de ça, il n'a jamais été inquiété pour toutes les raisons que je vous ai énoncées ici. Et enfin, les voisins, déjà, je trouve que ce serait un petit peu exagéré de tuer quelqu'un juste pour une histoire de chat, puis surtout avec cette violence-là. Moi, j'aurais pas vraiment pensé à ça, puisqu'il faut rappeler quand même qu'elle a eu 15 coups de couteau. Et surtout, il n'y a aucune trace ADN des voisins dans le domicile. Ça aurait été quand même un peu compliqué, je pense, à la va-vite, d'avoir tout organisé. Mais c'est vraiment un mystère, parce qu'aujourd'hui, j'aurais pensé, moi, que c'était ce couple-là un peu fou qui aurait pu être impliqué finalement, puisqu'il y a quand même eu des témoignages, que c'est étrange que le jour du meurtre de Marine, il y ait eu un braquage, qu'ils étaient présents sur Chazé d'Azergues, et que en même temps Marine se fasse tuer. Enfin, c'est vraiment un concours de circonstances étranges dans un environnement normalement plutôt calme. Mais c'est vrai que je repense très souvent à ce que dit Monsieur Boisserand. Marine n'aurait jamais ouvert à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et c'est vrai que tout laisse à penser que soit c'est un fou qui s'est déchaîné sur elle, ce que j'imagine que ça peut être par rapport, par exemple, à l'histoire avec Valentin qui a pris 40 coups de couteau pour rien, ou sinon c'est quelqu'un qui lui en voulait vraiment, quelqu'un qui s'est déchaîné sur elle, mais qui? Aujourd'hui, on ne le sait pas, et ça doit être super frustrant d'avoir autant d'éléments dans un dossier et de ne pas savoir qui a tué Marine Boisserand il y a aujourd'hui 20 ans. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le nom du coupable est déjà présent dans le dossier, et même qu'il a pu déjà être entendu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui imaginent que Ludovic est le potentiel meurtrier, que son alibi ne tient finalement que sur un bout de papier. Voilà, donc c'est comme ça que je termine cette extra longue vidéo. C'est un dossier énorme, avec
beaucoup de détails. J'ai essayé d'être vraiment la plus exhaustive possible. J'espère que vous avez tenu jusque-là. J'espère que je vais réussir à tout monter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez vu, en ce moment, je traite beaucoup, je vous le disais, de dossiers un peu plus connus, un peu plus médiatisés, par rapport aussi, il faut pas se mentir, au fait que je fais beaucoup de placements de produits ces derniers temps et que j'ai pas envie de le faire quand je suis en contact avec les familles sur des dossiers assez peu connus. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a au moins 2 voire 3 vidéos qui arrivent avec les familles, mais j'espère que vous continuez à suivre avec toujours autant d'intérêt mon travail et les choses vont revenir un petit peu à la normale quand j'aurai terminé tous mes placements de produits. D'ailleurs, je remercie encore Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et à utiliser mes codes, vous savez, ça me soutient énormément. Et également, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne secondaire, les coulisses de Marine B. En attendant de se retrouver ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de vos proches.